Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Nul n'est censé ignorer la loi, votre émission de conseil juridique sur Azur TV. Soyez les bienvenus, émission en partenariat, vous le savez, avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan, les avocats qui nous accueillent dans leur très belle bibliothèque. Nous allons parler des prud'hommes aujourd'hui et de la réforme des prud'hommes avec Maître Alain Evenot. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Les prud'hommes, comme chaque thème que nous abordons dans cette émission, peut concerner tout un chacun, puisque on peut tous avoir un conflit avec son employeur. On va parler de la réforme dans quelques secondes, mais j'aimerais d'abord qu'en deux mots, vous nous rappeliez le principe de cette juridiction et quels sont les conflits que les prud'hommes traitent. C'est une juridiction très importante, bien qu'elle soit un peu d'exception. C'est un peu comme les tribunaux de commerce. C'est l'histoire de France, en fait, les conseils de prud'hommes. Et on est dans la patte humaine. C'est pour ça que c'est très important. Parce que c'est le litige entre l'employeur et le salarié, avec une réponse peut-être pas entièrement satisfaisante, mais rapide, et qui tranche sur le nœud du problème. Donc c'est une juridiction, effectivement, qu'on a tendance à mettre un peu de côté, parce qu'on pense aux juridictions avec les magistrats professionnels. Mais en réalité, je peux le dire tout de suite, les conseillers prud'hommes sont aussi des professionnels dans les deux sens du terme, parce que ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise ou salariés, et ce sont aussi, comme les personnes du tribunal de commerce, ce sont des magistrats qui se sont formés et qui rendent la justice au même titre que les autres. On évacue donc la question du professionnalisme grâce à vous là en quelques secondes, parce que voilà, vous fréquentez quand même régulièrement cette juridiction, et on peut dire que la justice qui y est rendue est une justice de qualité. Absolument, oui, c'est pas une justice de second ordre, c'est une justice pleine et entière, avec justement, et ça va être notre propos, des règles nouvelles qui sortent de ce décret du 20 mai 2016. Voilà. Qui est issu de la loi consommation d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, qui est issu de la loi du monsieur qui fait de la politique, mais bon, ça c'est son avenir. Mais il a effectivement, avec son équipe, initié cette réforme, ce décret du 20 mai, et ce qu'il faut dire tout de suite, me semble-t-il, parce qu'on n'a pas un temps indéfini, c'est que cette réforme s'est appliquée depuis le 1er août 2016. On est dedans, là, ça y est. On est en plein dedans. Alors, on ne va pas pouvoir tout dire, parce que depuis le 1er août, là, on est en novembre, on ne sait pas encore exactement, puisque c'est une juridiction pratique, comment ça va évoluer, comment les conseillers prud'hommes vont réagir, mais il y a des outils. Il y a des outils, et le premier, il faut tordre le cou à une vieille idée. On disait aux prud'hommes, quand on voulait être poli, on disait c'est de la procédure orale par rapport à ce qui se passe ici devant les autres juridictions, où tout est écrit, tout est codifié. Et il faut tordre le cou à cette idée, parce que maintenant, on n'a pas dit qu'il n'y avait plus de procédure orale, mais on a fait un cadre écrit. Je m'explique. Avant, parfois ça partait dans tous les sens, c'était sur un bout de papier, bon, il n'y avait pas de formalisme, on déposait sa demande, plus ou moins d'une manière complète. Là, maintenant, c'est une requête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la requête? C'est que les conseillers prud'hommes ont la possibilité de contrôler tout de suite, bien entendu, les renseignements administratifs, si les sociétés sont en liquidation, on le sait tout de suite, mais surtout de connaître les chefs de demande et d'avoir un exposé de la demande, parce que toutes les demandes sont effectivement très particulières. Oui, c'est quasiment, à part les procédures collectives, voilà, c'est quasiment un type de demande par personne, quoi. Ah, complètement. Chacun ses problématiques. Ah, oui. Et puis, il faut bien indiquer, dès le début, les demandes qui tiennent, par exemple, à la requalification du contrat de travail. Ça arrive maintenant avec les différents contrats qu'on connaît. Et puis, les demandes qui portent sur des sommes d'argent. Et donc, il y a cet exposé sommaire, donc il y a cette requête, ça me paraît important. Il y a un deuxième point qui va certainement beaucoup aider les téléspectateurs, qui sont les justiciables, c'est qu'on est obligé de donner ses pièces à son contradicteur. Et on est obligé de le faire de quelle manière? C'est très important.
C'est très important. Ça n'existait pas avant. Non, non, du tout. Du tout, du tout. Et il y avait de mauvaises surprises. On arrivait à l'audience, avocat ou autre, défenseur du salarié, et on se prenait ça dans la tête, et le conseil du prud'homme disait, bon, ça ne va pas du tout. Donc maintenant, ça n'est plus possible. Il faut communiquer ces pièces, et il faut le faire avec un bordereau. Et détail pratique, parce que je suis allé au conseil là, il y a quelques jours, pour vérifier, pour ne pas dire quelque chose qui ne soit pas certain, c'est que la greffière m'a bien dit, bon, vous avez des pièces, vous en aurez peut-être d'autres. L'important, et je le dis, c'est qu'il faut les communiquer à son contradicteur, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, avant le bureau de conciliation. Donc, c'est plus n'importe quoi. Ça n'est plus informel, c'est codifié et c'est écrit. Donc, c'est cadré avant la première, ce qu'on pourrait appeler audience, au fameux bureau de conciliation. Bureau de conciliation qui s'est transformé depuis ce fameux décret en bureau de conciliation et d'orientation. Oui. Qu'est-ce que ça change, ça? Parce que la conciliation, on entend par là que ça se règle en conciliation, justement. Or, je crois qu'il n'y a que 10% des procédures qui se terminent à l'amiable. Et à la fin, il faut quand même faire juger ça par un tribunal. Donc, qu'est-ce que ça a changé, ce bureau de conciliation qui est devenu bureau de conciliation et d'orientation? On va voir un peu, parce que bon, c'est tout récent, mais d'après ce que l'on sait, c'est qu'on allait devant le bureau de conciliation, parce que c'était le préliminaire obligatoire, et parfois ça ne servait à rien. Parce que quand les parties ne veulent pas concilier, ce ne sont pas les conseillers prud'hommes qui vont les obliger. Mais c'était le bureau de conciliation, et après, c'était relativement simple, bureau de conciliation, deuxième phase, bureau de jugement. Bon, maintenant, il y a ce que l'on appelle le bureau de conciliation et d'orientation. Déjà, ça permet au Conseil de prud'homme d'avoir la main sur la manière d'appréhender le litige. Et ce ne sont plus tellement les parties prenantes, à mon sens, ce sont les conseillers prud'homme qui règlent les problèmes qui peuvent se poser et qui aussi, par le biais d'un référé en la forme, alors ça s'appelle comme ça, un référé en la forme. Et pourquoi c'est un référé? Parce qu'il y a la notion d'urgence, donc c'est urgent, mais ce bureau de référé aussi, par rapport au bureau de conciliation et d'orientation, ce bureau de référé peut rendre des décisions définitives, alors que le bureau de référé, avant, ne rendait que des mesures provisoires. Donc, il y a d'autres modifications, mais là, je pense que c'est l'essentiel. On va avoir une participation des conseillers prud'hommes plus importante sur l'évolution du litige, et de même que devant les juridictions, comme dans ce tribunal, nous avons des audiences de mise en état, nous avons des calendriers, nous avons un suivi, nous, avocats, parce que bon, on est formés pour ça, c'est notre métier, nous allons avoir, je pense que ça va donner lieu à d'autres textes, bien entendu, nous allons avoir aussi des mesures de mise en état qui vont permettre au justiciable, non pas de dominer son dossier, mais de savoir ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dessaisi. Ça reste important quand même, cette notion d'information pour le justiciable et même pour le chef d'entreprise. Hein. Absolument. Donc c'est la procédure écrite, avec des règles qui sont celles du Code de procédure civile, et le respect du contradictoire. C'est ça ce qui est très important, parce que c'est vrai que quand on est un peu prud'homeux, pardonnez-moi cette expression, on avait l'habitude de se prendre des surprises. Et les conseillers prud'hommes avaient horreur de ça, et puis les avocats aussi. Maintenant, ça n'est plus possible. Est-ce qu'effectivement, vous avez dans vos pièces dit tel... Bon, voilà. Oui. Donc, on va en fait... C'est plus neutre en réalité. Voilà. Alors là, ce n'est plus descriptif, c'est un point de vue, et ce n'est que le mien. Mais c'est une sécurité pour le justiciable qui se trouve là en train de jouer son sort, parce que c'est un enjeu économique important, les conseillers prud'hommes. Donc, voilà, effectivement, il y a dans ce sens-là, dans cette réforme, des outils qu'il va falloir développer, affiner, d'un commun accord entre les avocats. Alors, si vous me permettez, parce que je ne voudrais pas être inélégant. Je vous en prie, allez-y. Par rapport au défenseur syndical, puisque ça a été créé par ce décret, donc il faut en parler. On aurait pu botter en touche, j'aurais pu en tant qu'avocat dire parlons de l'avocat, ne parlons pas de celui qu'on l'a créé. Ce n'est pas le style de la maison au barreau de Draguignan. Donc je dis, voilà, on crée le défenseur syndical. Quelle est la difficulté, à mon sens, du défenseur syndical? Il a le même rôle que l'avocat, puisqu'il représente la partie salarié devant le conseil de prud'homme et devant la cour.
Alors qu'avant, le salarié pouvait se présenter lui-même devant la Cour. Ça n'est plus possible. Représentation obligatoire. Donc, soit un avocat, soit un avocat, soit un défenseur syndical. Là où il va y avoir une difficulté que le défenseur syndical va surmonter, certainement, mais au départ, il va l'avoir, c'est qu'effectivement, il faut avoir l'habitude de fonctionner de manière contradictoire. Et surtout, je m'explique, d'avoir un outil que le défenseur syndical n'a pas. C'est quoi cet outil ? C'est le RPVA. C'est-à-dire que là, on est dans le XXIe siècle, tout se passe par électronique. Donc les avocats ont effectivement un code, échangent leurs pièces, leurs arguments par ce système électronique. Et le défenseur syndical, lui, il n'y a pas accès. Donc il va être obligé de faire ça à l'ancienne, il va être obligé d'écrire. Ça rend compliqué la procédure contradictoire, en fait. Complètement. Le fait de fournir les pièces à la partie adverse, d'échanger même la réconciliation peut-être amiable, c'est compliqué. Complètement, c'est un déséquilibre. Tant on l'évoquait tout à l'heure avant de commencer cette émission, la résolution amiable des différends. Bon, ça c'est dans toutes les procédures, on dit on va faire des médiations. C'est possible aussi en matière prud'homale. Il ne faut pas faire d'angélisme. Quand on va dans un conseil des prud'hommes, c'est qu'on a un gros différend, qui n'est peut-être pas le différend apparent, qui est peut-être plus profond, mais qu'il faut trancher. Et le juge tranche. Donc, résolution amiable, oui, sur les bulletins de salaire, sur les montants, on peut avoir les anciennes mesures provisoires, ou même des mesures définitives maintenant, par un référé. Mais sur le fond, on est dans le litige. Donc, il faut y aller. C'est ça la force du prud'homme. Il faut... Alors, pour terminer, une dernière question sur le rôle de l'avocat, bien sûr, puisqu'il est pour le coup essentiel. Alors, on a parlé du défenseur syndical, mais le rôle de l'avocat est quand même là essentiel, puisqu'aujourd'hui, on fournit les pièces avant, puisqu'on rentre dans une procédure contradictoire. Le rôle du conseil est essentiel. Oui, parce que, mis à part... Ça, tout le monde le sait, la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation, il y a des magistrats spécialisés, il y a les avocats. Très particulier, oui. Bon, d'accord, ok. Mais avant le conseil, l'avocat, il prend le dossier dès le début, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rende une consultation. Moi, le conseil que je donne au justiciable quand il sent qu'il va avoir un litige, ou quand il sait qu'il va avoir un litige, il est en défense. Oui, bien sûr. C'est d'aller consulter un confrère, un avocat, je veux dire, pour savoir exactement comment le dossier va s'orienter, de ne pas rester dans une idée, parce que oui, c'est ça. Le justiciable peut se tromper. Donc il faut avoir la consultation de l'avocat, et après, mener le contentieux, établir le dossier, les pièces. Et c'est là où le rôle de l'avocat est absolument indispensable, représentation obligatoire de l'avocat, avec aussi le défenseur syndical, mais dans la pratique, l'avocat a là un nouveau rôle à jouer, parce que, je pense comme je le dis, c'est avec les tripes. On s'implique beaucoup dans les dossiers prud'homaux. Oui, parce que c'est de la... On est dans la patte humaine. Dans l'humain, voilà. On n'est pas en train de philosopher, on est dans des litiges qui vont trouver leur solution immédiatement. Donc, on s'implique beaucoup, et le justiciable le sait, et il est bon que dès le début, il ait quelqu'un qui, et c'est le privilège de l'avocat, mène le dossier du début jusqu'à la fin. Voilà l'intérêt. Merci beaucoup, Maître Edmond, pour toutes ces précisions sur cette réforme donc, de la juridiction prud'homale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très prochainement sur Azur TV pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.